L'effet mer. Décidément, j'aime beaucoup ce titre. Que l'on vous doit, Jean Petot? Est-ce un chapitre de votre enseignement à Sciences Po Bordeaux? L'éphémère, non? Non, je pense. Oui, Non. oui. En tous les cas, oui, on a déjà parlé du titre. Oui, en tout cas, c'est quoi le principe de l'émission? Vous nous le rappelez vite Alors, fait? le principe, c'est un certain nombre de rubriques. Et une première, c'est dans le rétro, on regarde une photo. Voilà. Comme vous nous faites beaucoup d'effets, Jean, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet avec donc cette première rubrique. Ça fait un peu effet d'escalier. Dans le rétro, tout de suite. C'est vrai que c'est toujours intéressant, l'histoire, la connaissance du passé n'est pas nécessairement pour le refaire, le passé, mais pour mieux construire l'avenir. Et cette histoire politique de la Gironde, vous nous la racontez avec des photos. Et cette semaine, vous revenez, Jean, sur un événement terrible de la Ve République avec une très belle photo. Je crois qu'on va la voir dans un instant. Alors, vous voyez, vous avez deux hommes sur fond noir. On reconnaît à gauche de l'écran Jacques Chaban-Delmas. Et puis à droite, dans une position qu'on pourrait presque dire de prière, Robert Boulin. Et cette photo, elle a été sans doute prise. Qui a tiré cette... Alors ça, c'est François Ducasse, qui est un excellent photographe et qui a, entre autres, saisi beaucoup de femmes et d'hommes politiques dans sa carrière. C'est une photo que l'on peut dater de la période des années 70, sans doute au moment où Jacques Chaban-Delmas a été candidat à la présidentielle, donc en 74. D'accord. Il avait encore des espoirs Oui, enfin, c'est peut-être la campagne... Vous connaissez les circonstances exactes? On le sait? Non. On connaît à peu près l'époque. On comprend qu'ils sont à une tribune, sans doute d'un meeting politique. Le décor n'était pas aussi, j'allais dire, professionnel qu'aujourd'hui. C'est vraiment une photo qui est très épurée. Et puis, pourquoi Robert Boulin sur cette photo? On va en dire un mot maintenant, peut-être. C'est une œuvre d'art. Il y a un jeu de clair-obscur entre ces deux hommes qui ont belle portance, en tout cas. Alors, qui présente bien et qui étaient amis, nés à peu de temps d'intervalle, 4 ans. Robert Boulin était né en 1920. Là, il a 59 ans. 59 ans il est mort à 59 ans. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'on montre cette photo. On se projette à une date, le 30 octobre 1979. 1979, on est à la toute fin du mois d'octobre. Ça va faire 40 ans à la fin de ce mois. Et on découvre le corps de Robert Boulin dans à peine 30 cm d'eau, dans l'étang du Rompu, ce qu'on appelle l'étang Rompu, les étangs de Hollande, en forêt de Rambouillet. Il est signalé comme ayant disparu depuis la veille au soir. Et il est trouvé au petit matin par une patrouille de motocyclistes de la police qui sont à sa recherche. On reprécise l'histoire quand même, parce que ça... 40 ans, mais on a pu oublier certains qui nous regardent d'ailleurs, sont peut-être pas forcément au fait des détails de cette histoire. Qui était Robert Boulin? Dans quelles circonstances? Robert Boulin, il est maire de Libourne, gaulliste. C'est un résistant. C'est le maire de Libourne. Il est né à Talence, d'ailleurs. Et c'est un résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, donc je vous ai dit qu'il était né en 1920. Il a tout juste 20 ans en 1940. Et en 1959, il s'engage en politique. Il va être élu d'abord député en 58. Donc à l'époque, on dit UNR, Union pour la Nouvelle République. Ce sont les gaullistes qui reviennent au pouvoir. Et puis, il prend la mairie de Libourne en mars 59. Et il va y rester jusqu'à sa mort, donc octobre 79, 20 ans. Mais la particularité aussi de Robert Boulin, c'est qu'il va avoir une carrière politique nationale, puisque dès 61, il est secrétaire d'État aux rapatriés. C'est un poste qui est créé, évidemment, pour les circonstances. Et puis, il va occuper un poste ministériel de 61 à 73, à mars 73. Et puis, il quitte le pouvoir. Il est, on va dire, pas du tout en 74 du côté de Giscard et de Chirac, mais il est du côté de Jacques Chaban-Delmas, qui est son ami, c'est pour ça qu'on les voit ensemble sur cette photo. Et il va revenir au gouvernement en 76, et quand il meurt, il est ministre du Travail, et on le donne comme premier ministrable potentiel à la succession de Raymond Barre. Et c'est un personnage qui est extrêmement important parce qu'il représente cette sensibilité
qu'on qualifie de gaullistes sociaux, et il était susceptible, très anti-chiracien, il était susceptible d'être une partie du RPR, donc ce mouvement monté par Jacques Chirac, à la suite de l'UDR, qui aurait pu rester à soutenir Valéry Giscard d'Estaing. Et alors le plus stupéfiant, eh bien, le plus terrible, c'est qu'on ne connaît toujours pas les circonstances exactes de sa mort. Alors, c'est 40 ans après. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'on montre cette photo. Sa fille Fabienne. Quels sont les mystères? Pourquoi? Comment? Fabienne Boulin se bat avec, j'allais dire, presque l'énergie du désespoir pour qu'on connaisse enfin la vérité. Pratiquement tout le monde, tous les gens sérieux aujourd'hui récusent la thèse du suicide, c'est ridicule. On ne se noie pas dans 30 cm d'eau. Et il y a eu une succession d'éléments scandaleux, disparition d'une partie des viscères, etc., pour les autopsies. C'est un feuilleton, c'est une histoire qui ne s'arrête pas. Alors on peut peut-être imaginer qu'avec, par exemple, le décès de Jacques Chirac, dont on a dit qu'il avait peut-être pas du tout été acteur, mais peut-être informé de ce qui avait pu se passer, on en saura peut-être davantage. La vérité sortira. Toujours est-il que Fabienne Boulin, avec son avocate, Marie Dosé, a prévu de faire une reconstitution à ses propres frais pour les 40 ans du décès. Je n'emploie pas volontairement le mot suicide, du décès de Robert Boulin. Merci Jean, c'était la première rubrique dans le rétro. On continue, comment ça marche? Comme les 15 et 22 mars prochains, on va vous demander de voter, de remplir votre devoir de citoyen. Autant savoir comment ça marche. Eh bien, vous nous proposez, Jean, d'étudier un élément clé de ces opérations de vote. Je crois que c'était ça, mais en fait, non, à bien y réfléchir. L'isoloir, histoire de l'isoloir. 3 petits points. Ça vient d'où? Alors, c'est une drôle d'histoire parce que finalement, je crois qu'on va le voir assez rapidement. Vous voyez, il y a une première image. Là, vous cherchez, en plein débat sur la laïcité. Voilà. Donc, c'est pas du tout la laïcité qui m'amène à montrer cette diapo, c'est que le confessionnal, la définition par le fameux Centre national des ressources textuelles et lexicales, qui est un guise tout à fait officiel, très très sérieux, dit que c'est un isoloir destiné aux confessions dans une église. Donc vous voyez, vous reconnaissez, j'allais dire, l'organisation de cet espace, sauf que dans un isoloir, il n'y a personne au milieu, évidemment, c'est le principe. Mais c'est, on a une conscience politique. Voilà, étymologiquement, c'est là qu'on va pour s'isoler et confesser ses fautes à Dieu par l'intermédiaire du curé. Voilà, ça c'est pour planter le décor. D'accord. Voilà, chacun sa vérité. Mais alors, la France, que l'on dit être toujours le pays le plus en avant, bien évidemment, et c'est vrai, n'a pas été le premier pays à s'équiper de ce type d'isoloir. De la même manière qu'elle n'a pas été du tout le premier pays à faire que les femmes ont pu voter, puisque c'est une ordonnance du général de Gaulle qui l'a permis donc en 44 et première application en mai 45. Eh bien, si on va voir tout de suite une autre diapo qui montre que c'est l'Australie, en 1857, qui a la première inauguré cette pratique. Le Royaume-Uni, pourtant, aussi modèle de la démocratie parlementaire et représentative, 1872. Et les débats pour savoir s'il faut mettre ou pas un isoloir au Royaume-Uni commencent en 1830. Et puis, vous voyez, la France, 1913, après le Chili, et on va le voir, c'est 40 ans de débats parlementaires. On va le voir. Alors pourquoi ça a été si difficile? Comment on faisait avant? Parce que c'est toute une histoire extrêmement... Donc c'est la loi du 29 juillet 1913. Voilà. Parce que, en particulier, on va le voir dans d'autres images après, mais l'idée, c'était de dire, mais les électeurs ne savent pas comment faire. Alors, comment est-ce qu'ils procédaient? Eh bien, jusqu'en 1913, on donnait son enveloppe dans laquelle il y avait le bulletin de vote non fermé. L'enveloppe n'était pas fermée. Et on l'a donnée au président du bureau de vote ou au maire qui la mettait dans l'urne. Oui, donc et l'idée, c'était de dire, mais les électeurs, les paysans, etc., ils ont les doigts trop gourds, vous savez, trop gros. Ils vont pas savoir mettre... C'est évidemment totalement spécieux comme argument. Et on va le voir dans 2 petits sujets que je vous ai montrés. Vous voyez, le secret du vote. Alors, c'est extrait du Petit Comtois, un petit journal de Franche-Comté, 29 décembre 1913. Je vous lis ce qu'il y a écrit. Dimanche prochain, 4 janvier, sera faite dans notre région la première application de la loi du 29 juillet 1913 sur la sincérité et le secret du vote. Bon, peu importe, c'est dans la commune de Marpin. Le préfet, M. Guillemot, ça s'écrit pas pareil, mais préfet du Jura, a adressé à M. le maire de Marpin des indications très précises concernant le vote sous enveloppe et l'établissement, normalement il fallait enlever le S, d'isoloir prescrit par la loi. Alors, ça c'est le premier. Et la deuxième image, c'est encore tout à fait étonnante. L'électeur n'est pas obligé de prendre son bulletin dans l'isoloir, il peut l'apporter lui-même, il
peut l'écrire à l'avance, il peut l'écrire dans l'isoloir. L'électeur n'a à craindre aucune indiscrétion. C'est lui-même qui met l'enveloppe dans l'urne, vous voyez, à partir de 1914. L'isoloir profitera aux républicains. Ouais. Il les défendra contre la pression éhontée des curés, des chefs d'usine et des capitalistes. J'ai mis en rouge parce que c'est trop drôle. Avant de glisser votre bulletin dans l'enveloppe, assurez-vous qu'elle ne contient pas notre bulletin. Parce qu'on pouvait imaginer qu'en guise de fraude, certains avaient déjà chargé les enveloppes d'un autre bulletin pour rendre nul le bulletin qui allait être ainsi mis. Donc il y a tout un travail de pédagogie presque pour savoir comment voter. Finalement, l'isoloir, c'est une grande victoire de la République et de la liberté de penser. Exactement, c'est vraiment, d'une certaine façon, ça participe, on va dire, de l'émancipation de l'électeur et de son vote en conscience. Alors comment ça marche en isoloir? Vous avez aussi d'autres documents, hein, oui, isoloir, mode d'emploi. Il y a des très rapidement voilà, encore. Donc le passage, vous êtes amusé là, Jean. Le passage est obligatoire. C'est obligatoire. On doit passer par l'isoloir. Voilà, même si on veut montrer à tout le monde dans le vote, même s'il n'y a personne, parce que de toute façon, c'est toujours la commission du vote avec le président et puis les assesseurs. Donc on doit passer par l'isoloir. On peut prendre un seul bulletin si on veut, mais on passe par l'isoloir. C'est obligatoire. Et même le général de Gaulle, vous voyez, passer par l'isoloir. Hein. Par contre, si on revoit cette image, je vous le dis, il faut être une seule personne dans l'isoloir. Ce petit garçon, c'est un petit garçon. Il est avec son papa ou sa maman, peu importe. Oui. Mais alors, il y a une tolérance. Ça n'a pas le droit. Non, c'est une seule personne. Alors, il y a une tolérance parce que ça participe un peu de la socialisation politique des enfants. Oui, les mineurs, ils apprennent comme ça. Parce qu'ils sont, c'est très mystérieux le vote. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans le vote? Donc, il y a un côté finalement un peu magique et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on appelle le devoir de citoyen. Bon, isoloir, mode d'emploi. Merci Jean, on apprend plein de choses avec vous. Dans un instant, la suite de l'éphémère avec le portrait type. L'éphémère, après un coup d'œil dans le rétro et une explication des gravures du vote, portrait type. Alors les maires sont des hommes et des femmes qui en général ont beaucoup de choses à raconter, dont les témoignages sont toujours riches et passionnants. C'est le cas avec le maire de cette semaine, Jean-Michel Nadeau, que vous avez choisi. Vous faites les présentations. Alors il a 65 ans, on va le voir, c'est un cheminot retraité. C'est son premier mandat de maire, mais il a été... Son premier mandat de maire, il a été élu maire en 2014 de la petite commune de Lepout, comme on dit, et qui est sur le canton de Créon. C'est un bourg un petit village qui est limitrophe à Créon. Et on va l'écouter. Ce qui est intéressant, c'est que Michel Nadeau avait été adjoint au maire pendant 2 précédents mandats, 2001, 2008, 2014. Il devient maire en 2014. Et en mars prochain, il a pris la décision d'arrêter. Et vous allez le voir, il nous raconte. Et voilà. Alors, le plus beau souvenir de maire, quand on est élu, on a des idées pour sa commune, on essaie de les mettre en place. Et nous avions une réalisation est toujours intéressante pour une équipe municipale. Et très clairement, nous, on avait la particularité d'avoir une traversée de bourg qui est très longue. Le village, il s'étire sur 1,4 km quasiment. Et sans aucune sécurité. Il n'y avait pas de trottoir, il n'y avait rien. Les enfants attendaient au bord de la route le bus scolaire. Et notre priorité, c'était ce qu'on pourrait appeler la sécurisation de la traversée du village. Mais c'était un très gros investissement pour une commune de notre importance. Et nous avons pu réaliser cet investissement. Et j'avoue que le jour de l'inauguration, il y avait le président du conseil départemental qui était présent, parce qu'il nous a quand même fortement aidés. Oui, le VDEC, et puis des communes, mais également des subventions en termes d'aménagement de bourg et de sécurisation de traversée de bourg. Et ce qui nous a permis de réaliser un investissement qui était quasiment 2 fois notre budget annuel. Donc voilà, là, voilà, quand on peut inaugurer ce qui était notre principal projet, il y a forcément on se dit,
Là, quand je vois les enfants qui attendent dans un endroit sécurisé, dans un abribus, ça peut paraître, pour le maire d'une très grande ville, ça peut paraître quelque chose de banal. Mais pour nous, voilà, et là, et les parents d'élèves, tout ça, tout le monde était effectivement très content. Là, je vois les gens se promener sur ces trottoirs. Voilà, c'est en toute sécurité. Avant, quand deux voitures se croisaient, vous avez le choix ou de sauter dans le fossé ou d'espérer qu'il y en ait un des deux qui s'arrête. Donc voilà, là, voilà, ça c'est une grosse satisfaction. Malheureusement, c'est quand on est appelé par la gendarmerie ou les pompiers pour des suicides ou découverte d'un corps dans une maison, et ça restera, moi, parce que j'ai été appelé un dimanche matin pour le corps d'un ami, d'un habitant. J'avais annoncé la couleur dès le début de mon mandat. Donc j'aurais fait 25 ans d'élu. Je pense que pour moi il est temps d'arrêter. J'ai 65 ans. Je crois qu'il faut aussi laisser la place à une nouvelle génération. Et voilà, il y a forcément un sentiment d'usure. Là, je suis content que ça se termine. Voilà, il y a encore vous allez encore accomplir certains travaux, mais on est content d'arrêter. Je confirme qu'on est à portée d'engueulade. Il ne faut pas croire que ça arrive tous les jours. Non, ça serait exagéré. Mais le maire d'une petite commune, et je crois que on parle souvent des grosses communes et tout ça, mais le maire d'une petite commune, il est en première ligne pour tout. Je veux dire, il fait l'employé municipal lorsque l'employé municipal est malade ou en vacances. On a 3 employés, mais aucun à temps complet. Ni le secrétaire de mairie, ni l'employé communal, ni la femme de ménage. Donc forcément, on fait, ça nous arrive de tondre éventuellement, ça nous arrive d'aller nous occuper de notre station d'épuration. Voilà, c'est ce qui rend la tâche aussi intéressante dans une petite commune, mais c'est aussi, voilà, de multiples contraintes que ne connaît pas le maire d'une grande ville, quoi. C'est un personnage extraordinaire, formidable. Enfin, c'est pas quelqu'un d'atypique ni d'exotique. C'est un homme qui s'est donné au collectif. Enfin, c'est extraordinaire ce que raconte ce monsieur. C'est ce que je crois on peut appeler aussi assez simplement un gars bien, quoi. Ouais, tout simplement. Voilà. Parce que, vous voyez, un petit peu bien, qui n'a pas la soif du pouvoir, qui nous réconcilie avec la politique. Là. Alors, la politique au sens de gestion de la cité, même si c'est une toute petite cité avec 600 habitants. 598 habitants. Voilà, bon. Mais avec des gros soucis quand même, les voitures qui passent. Bon, son histoire, professionnellement, vous avez vu, cheminot retraité. Bon, il est comme les conducteurs de train, il a un statut qui a fait qu'il a arrêté de travailler à 55 ans, mais on ne peut pas dire qu'il est il s'est mis au service des autres. Sans rien faire. Et d'une certaine façon, vous voyez, comme tout se tient dans la gestion des choses. Toucher à la question des retraites, ça peut, et en particulier peut-être éventuellement... C'est intéressant ce que vous dites. Allonger la durée du temps de travail, ça peut enlever des bénévoles des vocations qui rendent service au bien commun pour plein d'activités, pas simplement maire. Vous voyez, hein, bon, je dis ça, je referme la parenthèse, parce allez-y, que c'est pas le sujet, mais bon... Les commentaires sont libres. Oui. Donc clairement, Michel Nadeau, en plus c'est assez amusant, puisque il figure dans le registre des maires de la Gironde, de l'association des maires de Gironde, élu en 2014 comme maire de Le Pout, comme étant apparenté communiste. C'est-à-dire qu'il n'a même pas mis son drapeau politique dans sa poche. C'est ça. Il a une affiliation, des convictions, etc. Ouais. Mais il le dit bien dans le reportage. Quand on est maire d'une commune de 600 habitants, on est totalement, j'allais dire, consensuel, ou en tous les cas, on va dire, généreux pour la totalité de ses administrés. Et ce que l'on voit, c'est quelqu'un qui est véritablement le polyvalent et l'homme à tout faire dans sa petite mairie. Alors quand il dit j'ai 65 ans, j'arrête, on croit rêver, parce que... Oui, alors il dit j'ai annoncé la couleur. Aux jeunes, enfin c'est formidable ce discours.
Lui, il dit j'ai annoncé la couleur quand je suis devenu maire. Et puis d'ailleurs, il ne le dit pas dans le reportage, mais il nous l'a expliqué. Il dit qu'il a trois adjoints. Deux d'entre eux arrêtent comme lui, mais un troisième a fait part de sa décision de bien vouloir reprendre le flambeau, avec un petit souci, c'est que ce jeune homme, entre guillemets, travaille. Et quand vous travaillez, quand vous avez une activité professionnelle, aujourd'hui, l'indemnité des maires d'une commune comme le Combien il Pout, gagne là, je n'ai pas demandé précisément, mais on doit être aux environs de 300 € par mois. C'est totalement ridicule pour un service qui est de l'ordre de, j'allais dire, H24. H24, et comme on dit, 24 sur 7, quoi. 24 heures pendant 7 jours. C'est pour ça qu'il y a un gros craquage quand même de beaucoup de maires aussi. Oui, alors, avec cette fameuse expression du fait qu'ils sont là en quelque sorte à portée d'engueulade, donc c'est eux qui prennent en quelque sorte tout sur la figure, mais je pense que c'est aussi le signe d'une difficulté à se situer dans la dimension institutionnelle. Et c'est aussi finalement un très bon indicateur de l'état de la relation aux institutions de notre société. Il nous reste quelques minutes, 3-4 minutes, Jean, pour finir. La dernière rubrique, c'est Cloche Merlin. Alors cette semaine, on va revenir sur un événement devenu indispensable des campagnes électorales, les sondages. On en a eu un sur Bordeaux. Alors je ne vais pas vous demander de revenir dans le détail, vous l'avez fait avec brio sur notre antenne, vous l'avez déjà commenté. Moi, une question, est-ce que ces sondages sont fiables? Est-ce que c'est de l'information? Comment on doit les prendre? Qui les fait? Pourquoi? Comment? Parce qu'on va en avoir plein là qui vont revenir. Alors celui-là, je dis bien celui-là, incontestablement, j'allais dire payé, acheté par vos confrères de la Tribune. De la Tribune, oui. A toutes les garanties de la scientificité. Un panel, comme on dit, c'est-à-dire un échantillon. Voilà, quelle est l'étiquette du sondage? Voilà, qu'est-ce qu'il faut lire? Comme quand on achète un bon vin. La fiche technique. La fiche technique. 1022 personnes interrogées. Ça, c'est bien. Selon ce qu'on appelle la méthode des quotas. On est dans un quantum, on va dire, dans un groupe qui, du point de vue de la statistique, est pertinent. Vous savez que le principe des sondages, c'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres, la fameuse loi de Bernoulli. Donc, vous interrogez un échantillon considéré comme représentatif, qu'il faut construire comme représentatif de la population d'ensemble. Et puis, à partir de là, vous avez un modèle mathématique d'extrapolation des résultats. Bon. Ce qui a été réalisé précédemment, et en particulier au printemps 2019, et qui semblait donner, on va dire, un premier état des lieux, celui-là, bien que fait par un institut très sérieux, qu'on ne citera pas, donnait en particulier très peu de gens qui voulaient se prononcer, 650 personnes. Donc là, on était sans doute évidemment dans la zone d'insécurité et d'imprécision. Alors, ça n'empêche pas que vous avez des incertitudes, c'est ce qu'on appelle l'indice de confiance, et en particulier que plus vous approchez de la barre des 50%, et plus il peut y avoir ce qu'on appelle une épaisseur du trait, vous savez cette fameuse expression, et quand on vous dit 13,5, je ne cite personne, ou 11,5, ou 24,5, ou 35, 30,5, eh bien, ça veut dire que plus vous avez un écart qui est étroit entre les listes, plus il se peut que les uns passent devant les autres. Et donc, il faut avoir une vision, on va dire, on dit souvent, et l'image est bonne, un sondage, c'est un instantané, c'est une photographie à un instant T. C'est pour ça qu'il est intéressant de les comparer en sifflet, si je puis dire, ou en trend, en vague. Voilà, et puis alors, donc, on retient la leçon, le nombre de personnes interviewées, et puis l'origine aussi. Et puis aussi s'il y a un journal derrière, c'est mieux en général. Voilà, quand même. Disons que d'une certaine façon, c'est là encore, on rajoute des indices de scientificité et de rigueur. Et plus on en a de sondages, et mieux on se porte. Alors maintenant, qu'est-ce qu'en font les politiques? Alors c'est ce que j'allais vous demander. Bon, voilà pour nous électeurs, mais les politiques, ils disent vous savez les sondages. Oui, alors, je ne gouverne pas avec les sondages. La fameuse phrase de Jacques Chirac disparue, les hauts, je les méprise et les bas, je les reprise. En fait, ce qui est certain, c'est que dans le rapport de force des négociations internes aux formations politiques ou aux listes, eh bien les sondages, ça compte. Surtout quand vous avez eu, comme ça s'est passé en 2017, avec la présidentielle, confirmée par les européennes du printemps 2019, on va dire une forme de tsunami qui remet en cause les équilibres politiques traditionnels. Les forces politiques qui sont sur un territoire sont un peu en aveugle et elles ont besoin de retrouver leur marque, de retrouver des repères, et les sondages servent aussi à
ça. Alors on rentre dans des jeux d'intox, d'influence, oui. de négociation, de poker. On montre ses biceps, etc. On dit voilà ce que je pèse en réalité, tu vois. Tout ça fait partie du jeu politique. On va dire que c'est, comme on dit, un outil d'aide à la décision. Comme je dis toujours avec vous, Jean, vivement la prochaine fois. Et la prochaine fois, on parlera de quoi? Alors, sur l'outil, le comment ça marche, eh bien, on parlera des urnes. Formidable. Merci, Jean. Merci à tous. À bientôt.